polémique en histoire des mentalités. L'empathie et les visions historiques préalables ou préconçues. L'historien doit faire preuve d'empathie modérée pour les populations concernées par son sujet de recherche, c'est-à-dire, pour ce qui me concerne, celle de l'ouest de la France, dont des éléments nombreux sont allés peupler les petites îles créoles de l'océan Indien du Sud-Ouest. Bien, mais certains professeurs d'histoire des universités ne devraient-ils pas, eux aussi, faire montre de distance à l'encontre de leur propre idéologie centraliste parisienne? Je dis cela avec tout le respect qu'on leur doit et ne peux que les inviter à relire le livre de Lucien Febvre, Combat pour l'histoire. Voici ce qu'il écrit. La question de savoir à quel sentiment la population moyenne dans les diverses provinces a accueilli sa réunion à la France est le type de la question qui, ayant pour sujet une humanité obscure et anonyme, n'est pas traitée par l'historien, regrette l'essayiste Julien Branda, cité par Lucien Febvre, qui lui répond « En fait, les historiens se taisent parce que les textes ne leur donnent pas de réponse toute faite. S'il y avait eu dans les archives départementales des dossiers constitués administrativement par des préfets du temps de Philippe Auguste ou de Louis XI, et portant sur le plat en belles lettres rondes l'inscription « État de l'opinion publique », les historiens auraient depuis longtemps traité la question. Ce n'est pas une raison à l'historien pour ne faire aucune hypothèse. Et Febvre nous encourage à formuler des théories plausibles. Sans théorie préconçue, pas de travail scientifique possible. Toute théorie est naturellement fondée sur ce postulat que la nature est explicable. Et l'homme, objet de l'histoire, fait partie de la nature. Il est pour l'histoire ce qu'est la roche pour le minéralogiste, l'animal pour le biologiste, l'étoile pour l'astrophysicien. Quelque chose à expliquer, à faire comprendre, donc à penser. Voilà ce que dit Lucien Febvre. Ma propre hypothèse préalable est donc que les populations de l'ouest de la France ont à l'époque moderne une mentalité très différente de celle d'autres provinces françaises, et particulièrement de la région parisienne, mentalité marquée par des caractères celtiques que des navigateurs issus de cette région ont pu transmettre aux sociétés indo-océaniques, particulièrement celles en construction dans des îles inhabitées comme les Mascareignes et les Seychelles. Voilà pour le premier sujet de polémique. Deuxième sujet, le problème de la mimésis dans les transferts culturels. J'ai parlé dans une vidéo précédente, à propos de l'influence française actuelle à La Réunion, d'une mimésis économique et sociale. Alors qu'est-ce que j'entendais par là? Simplement que le mimétisme comportemental des Réunionnais est aujourd'hui calqué quasi exclusivement sur la France. Est-ce un choix délibéré de l'unanimité d'entre eux ou le résultat d'une volonté idéologique locale? Ne serait-ce pas plutôt le fruit d'une certaine politique culturelle de la métropole? La France d'aujourd'hui reste à l'égard de ces territoires lointains, comme elle le fut vis-à-vis de ses anciennes provinces hexagonales, dans une stratégie d'assimilation française totale et non discutable, celle qu'elle défend sans relâche au nom de la citoyenneté républicaine depuis plus d'une centaine d'années. Alors, faisons une parenthèse sur la citoyenneté française. Si elle apparaît désormais universelle, puisque tout Français est reconnu citoyen et jouit pleinement de ses droits civiques,
Cela n'a pas toujours été le cas. Le code de l'indigénat, qui n'accordait aux sujets indigènes ni le droit de vote, ni la liberté de circulation dans les anciennes colonies, devenues indépendantes, et qui instituait le travail forcé, n'est aboli officiellement qu'en 1946. En Algérie, les autorités françaises maintiendront malgré tout le statut d'indigène jusqu'en 1962, c'est-à-dire à l'indépendance. Quant au droit de vote, il n'est accordé aux femmes en France qu'en 1944. En Angleterre, elles jouissaient déjà de ce droit depuis 1918. Voilà pour la parenthèse sur la citoyenneté française. Mais voyons d'abord quelle est l'histoire de la mimésis à travers les siècles. Dans l'Antiquité, pour Platon, la mimésis est l'une des formes les plus importantes de l'activité humaine, c'est-à-dire l'éducation. Les enfants imitent certaines actions qu'ils prennent pour modèle, des attitudes, des valeurs, compétences et aptitudes sociales. C'est par ce biais qu'ils sont socialisés, qu'ils sont éduqués. Les anciens Grecs ont donc une définition et surtout une vision très universelle de ce concept de mimésis. Vu sous cet angle, on pourrait l'appliquer à toutes les populations de la Terre. Quelle peuplade, en effet, même la plus archaïque, n'entretient pas ce modèle simple de continuité socio-culturelle par transmission d'une génération à l'autre de ses valeurs et coutumes ancestrales. Au Moyen Âge, le phénomène de mimésis permet d'intégrer les traditions reçues de l'Antiquité et surtout du christianisme. La révérence à Dieu prend alors une place centrale dans les domaines de l'art, de la littérature et de la musique, ainsi que dans la justification du pouvoir politique. On le voit, la vision de la mimésis tend déjà vers un certain ethnocentrisme européen, puisqu'une notion au départ universelle pour les anciens Grecs est ramenée à la situation spécifique du christianisme, considérant même que les populations de l'Europe féodale seraient toutes déjà christianisées, ce qui n'est pas le cas. D'abord, le monde connu de l'époque se limite-t-il aux frontières de l'Europe et de l'Asie mineure? N'y aurait-il aucune mimésis en Afrique et dans les pays arabes? Et que dire des sociétés indiennes et chinoises qui ne sont quand même pas totalement ignorées au Moyen Âge? À la Renaissance, la mimésis prend une autre forme. Elle est employée comme une relation de subordination à un modèle, l'Antiquité, jouant un rôle dans le développement d'une culture nouvelle. La Renaissance n'est pas une réplique stricte de la culture classique, mais le produit d'une appropriation particulière de cette culture par le copiage et l'étude des textes comme une culture étrangère. Alors c'est sûrement vrai pour l'élite nobiliaire et ecclésiastique de l'Europe, mais cela concerne-t-il son milieu populaire qui représente au minimum 70 à 80% de sa population? Et durant cette fameuse période de la Renaissance, les nababs et rajas de l'Inde, les empereurs de Chine et du Japon se sont-ils appropriés eux aussi, comme les princes européens, le modèle antique gréco-romain, qui est complètement étranger à la culture ancestrale gauloise de la France. Alors cette vision historique de la mimésis sociale semble très étriquée, et elle le devient encore plus au fur et à mesure qu'on avance dans le temps, puisque ces auteurs finissent par ne plus parler que du cas de la France. Et voilà ce qu'ils écrivent: alors que pendant l'absolutisme français, la mimésis a contribué à transformer la réalité économique et politique en un monde fictionnel dont le roi est le centre, elle devient, à l'époque de la philosophie des Lumières, c'est-à-dire au XVIIIe siècle, une arme de la bourgeoisie dans sa lutte pour le pouvoir. Là, on est en France carrément. La mimésis en question ne concerne donc qu'une société restreinte, car si le milieu populaire suit ses maîtres nobles ou cléricaux jusqu'au XVIIe siècle,
et participent activement à leur copiage culturel. Ce sont bien les gens du peuple et en grand nombre qui érigent les châteaux forts, puis les cathédrales, puis les châteaux de la Renaissance et les nombreux calvaires. Il n'est quasiment plus intéressé, ce peuple, par la mimésis mise en place par la bourgeoisie du XVIIIe siècle. Coupés de la base, les élites bourgeoises et gentilshommes sont de plus en plus sujettes à la critique et leur culture élitiste, qui ne repose sur rien d'ancestral, est rejetée par les plus pauvres. C'est l'objet des charivaris. Le mimétisme social, dont il serait question ici, fondé sur le théâtre et les sociétés savantes, ne s'applique donc qu'à une toute petite minorité de lettrés urbains. Elle est naturellement perçue par les ruraux comme étrangère à la transmission de l'éducation et de la socialisation telle qu'ils la conçoivent depuis des siècles. Si le Dieu des chrétiens a sa place dans les milieux de vie des miséreux d'Europe, à côté d'une quantité de saints, notamment dans l'Ouest, cachant souvent des divinités païennes et des croyances d'origine celtique ou chamanique, le théâtre et la littérature de la bourgeoisie n'y pénètrent pas. Concurrencés par d'autres imaginaires peuplés de magie qui n'ont rien à voir avec le rationalisme, ils ne peuvent servir de modèle. Pour Benjamin, les habitants de mondes organisés, selon des principes magiques, se caractérisent par leur aptitude résidant dans une faculté mimétique à discerner les similarités. Je partage cet avis du philosophe Walter Benjamin. Des Européens entretenant des croyances dites superstitieuses ou donc magiques, comme c'est le cas du milieu populaire de l'ouest de la France, me paraissent plus aptes à accepter et intégrer les rites sacrés ésotériques d'autres croyances comme l'animisme, le chamanisme ou le culte des ancêtres ou même l'hindouisme. L'étranger à ce monde de la magie et du surnaturel païen, comme pouvait l'être l'absolutiste chrétien, catholique ou protestant d'ailleurs, des XVIe et XVIIe siècles, ou le rationaliste du XVIIIe, repousse tout cela avec véhémence, souvent par l'ironie, parfois par l'anathème et la violence, ce qui empêche radicalement l'émergence de la moindre interculturalité dans ce milieu. La pérennité d'une interculturalité, tout comme l'entretien d'une culture traditionnelle, repose donc sur la mimésis sociale. Ce concept part du principe que rien de culturel n'est inné et que l'enfant naît avec un cerveau vierge de tout ce qui fera sa culture, son identité. A contrario, les sociologues oublient peut-être que le phénotype, ce qui se manifeste extérieurement chez l'individu, est d'abord l'expression du génotype. C'est vrai pour la morphologie et souvent la physiologie de l'individu. On retrouve généralement chez l'enfant les traits physiques de ses parents et souvent leurs atouts et leurs faiblesses physiologiques. L'hérédité de certaines maladies liées aux sécrétions hormonales, par exemple, n'est plus à démontrer. Les principales glandes endocrines, hypophyse, thyroïde, surrénale, pancréas, gonade, se trouvent bien sous le contrôle étroit du cerveau et leur dysfonctionnement commence très souvent dès la naissance, bien avant que la maladie ne se révèle. Je pense donc qu'à l'instar de certaines maladies fonctionnelles, des caractères psychologiques sont inscrits chez le fœtus à sa conception. Ça, c'est ce que je pense moi. D'ailleurs, les psychiatres et les psychologues conviennent pour la plupart qu'il y a des familles de dépressifs et que certains comportements spécifiques s'y reproduisent d'une génération à l'autre sans qu'on puisse accuser seulement le contexte familial et social. Quoi qu'il en soit, cette part héréditaire reste difficilement quantifiable, la part de l'hérédité dans l'expression de la psychologie. Par contre, la mimésis familiale des premières années de la vie
semble la plus importante parce qu'elle marque l'individu de façon indélébile. La mimésis sociale constituerait alors une sorte de seconde peau qui finit par supplanter la première, mais jamais totalement. La personnalité de chacun résulte de l'inscription progressive en lui de ses comportements face au monde, aux autres, aux mœurs et aux idées, sous forme d'habitudes constitutives d'une seconde nature qui se subordonne à la première. C'est ainsi que se modèle notre personnalité, moins naturelle que socio-culturelle. Alors ça, c'est de Jean Roux, donc, qui est un universitaire de Rennes, et qui a écrit un très joli livre, Fils de Plouc, hein, paru en 2005. Hein. Alors, Christian Barra, sociologue, ethnologue de la Réunion et éminent, hein, préfère, lui, parler des filtres culturels, familiaux, religieux, sociaux, éducatifs, qui finissent par faire passer l'individu du monde naturel, où il est né, au monde virtuel qu'il s'imagine. Mais le dicton populaire affirme « chasser le naturel, il revient au galop ». La véritable nature de la personne, celle de son enfance et de son adolescence, son tempérament et les réactions de comportement qui y sont liées, finissent toujours par reprendre le dessus. On comprend mieux dès lors la longue, l'inépuisable durée des civilisations pressenties par Fernand Braudel. Dans des sociétés populaires quasi immuables, comme peuvent l'être notamment les sociétés celtiques depuis l'Empire romain jusqu'au début du XXe siècle, où l'endogamie est souvent la règle, les mêmes comportements sociaux se reproduisent grâce au phénomène de la mimésis. Le vaste brassage que l'on constate actuellement est lié à la facilité des transports et à leur démocratisation. Dépêchons-nous de voyager avant que la Terre n'ait partout le même visage, prévient Braudel. Au XIXe siècle et jusqu'à la guerre de 14-18, les voyages en chemin de fer ou en bateau de voyageurs sont réservés aux privilégiés. Dans l'ouest de la France, comme dans beaucoup de provinces, les paysans naissent, se marient et meurent le plus souvent dans le même village, parfois dans la même maison. On ne connaît guère d'échanges interculturels, sauf parfois lorsque, par exemple, un garçon de la rive droite de la Vilaine en Bretagne bretonnante vient convoler avec une fille de la rive gauche Mitau. Alors, Mitau, c'est la partie où l'on parle la langue galaise, le gallo. La proximité de leur milieu de vie laisse quand même penser que chacun connaît l'essentiel du langage de l'autre. Ils sont tous les deux de culture bretonne, donc majoritairement celtique. Voilà pour la mimésis. Alors j'aurais pu également parler de polémique à propos du choix des néologismes indocéanisme ou indianocéanisme. Je l'ai déjà évoqué en précisant bien que le premier terme était le préféré de mon directeur de recherche et donc celui que j'utilise le plus souvent, indocéanisme. Mon directeur de recherche, le professeur Sudel Fuma. Je ne tiens pas à revenir sur ce débat, ne considérant pas le problème comme essentiel. Si certains grands penseurs de l'Université de la Réunion veulent polémiquer là-dessus, qu'ils le fassent sans moi. Il est tout simplement ridicule de s'opposer sur des choix sémantiques. C'est l'utilisation populaire d'un néologisme et son maintien dans la langue parlée qui aura de toute façon raison à terme, comme cela a toujours été le cas par le passé. Voilà pour ces polémiques en histoire des mentalités.